Merci à toutes et à tous d'être présents ce matin. Merci à Jean-Luc pour cette conférence très intéressante. Et comme Jean-Luc vous l'a bien fait remarquer, et comme c'est vrai, on l'a discuté à quelques reprises, il y a quand même cette dichotomie qui persiste entre le monde de la recherche et puis le terrain. Et c'est vrai que dans le domaine de l'émotion, c'est particulièrement vrai, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de recherches, surtout depuis une vingtaine d'années, qui se font dans plein de laboratoires dans le monde pour mieux comprendre les émotions. Mais on est très loin d'être arrivé au point d'avoir des outils ou des méthodes qui permettent d'aller dans les classes, ou en tout cas pas autant que ce qui se fait en général dans les sciences cognitives. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, moi je vais un petit peu jouer mon chercheur et puis rester quand même dans le monde académique. Donc je n'ai pas encore fait l'excellent travail qu'a fait Jean-Luc de liaison avec le terrain. Donc ce sera un discours peut-être un peu académique que vous aurez, que je vais essayer de rendre le plus clair possible. J'espère que ça va vous intéresser. Mon objectif, c'est de vous montrer un petit peu où on en est dans la recherche sur les émotions, la manière dont on définit les émotions, très rapidement la manière dont on l'étudie, et puis évidemment, c'est l'objectif de la conférence, quel lien on peut faire avec les apprentissages scolaires. Okay ? Alors, quand vous pensez à l'émotion, vous pensez surtout à un effet qu'elle peut avoir, peut-être plus qu'un deuxième effet dont on va pourtant beaucoup plus parler. Bien entendu, quand on pense à l'émotion, on pense à l'idée que les émotions vont jouer un rôle essentiel, en général, pour notre bien-être personnel. Et on se dit que c'est important de prendre en compte les émotions des élèves, bien entendu, parce que si jamais on gère bien leurs émotions, et eux-mêmes gèrent bien leurs émotions, ils vont se sentir mieux. D'accord ? Et ça, on en est, je pense, toutes et tous convaincus. Là où peut-être il y a plus de recherche à faire passer du laboratoire à la salle de classe, c'est l'idée que, contrairement à certaines idées reçues, les émotions peuvent jouer un rôle très positif en fait, sur la réussite scolaire, et qu'on a souvent la tendance à considérer l'émotion plutôt comme un processus qui va interférer avec la réussite scolaire, et où, en tout cas, c'est pas notre boulot quelque part quand on est enseignant de s'occuper des émotions des élèves. En fait, ça peut être quand même considéré comme quelque chose qui va être très utile à la réussite scolaire. Et donc il y a un rôle de l'émotion à la fois pour le bien-être et pour la réussite scolaire, et bien entendu il y a aussi un lien entre les deux, c'est-à-dire que si jamais on réussit à augmenter le bien-être des élèves, il y a une plus grande probabilité de réussite. Alors juste pour vous donner quelques exemples concernant uniquement ce lien entre les émotions et la réussite scolaire, sur le bien-être on pourrait aussi évidemment en parler très longtemps, il y a un certain nombre d'études qui sont sorties en général depuis 2010, qui se sont intéressées au rôle des émotions dans la performance. Par exemple, ici, il y a une étude dont je vous parlais un peu plus, du coup, j'entre pas dans les détails maintenant, faite par Reinhard Pekrun, qui est celui qui a de loin le plus travaillé sur ces aspects-là, qui est en Allemagne, à Munich, et qui s'est intéressé à la démonstration selon laquelle certaines émotions, quand elles sont présentes, augmentent la probabilité de réussite, notamment dans le domaine des mathématiques, qu'il a beaucoup étudié. Vous voyez, un lien entre ce qu'on appelle les achievement emotions, dont je vous parlerai beaucoup, et puis la performance académique. Certaines études ont par exemple bien montré que certaines humeurs positives facilitent certains processus cognitifs. Comme par exemple ici un lien entre une meilleure humeur et une meilleure performance. Une étude toute récente qui est sortie en avril dernier a montré qu'il y a une corrélation positive et qu'on peut prédire en fait les notes des élèves à certaines matières sur la base de leurs comportements prosociaux, leur altruisme en quelque sorte. Et puis, très récemment, c'est un article qui vient de sortir, il y a une étude assez intéressante qui a montré qu'une mesure de la tolérance à la frustration, qu'on a tous vécu quand on était à l'école, puis que nos élèves vivent tous, peut prédire la réussite scolaire immédiatement et prédit également les résultats 2 ans après. Donc, à quel point est-ce qu'en fait, quelqu'un est capable de contrôler et de tolérer sa propre frustration, qui est une émotion évidemment, la frustration, mieux ça prédit les résultats scolaires. Alors c'était juste une toute petite introduction pour vous donner le cadre général, et vous avez maintenant l'ensemble des thèmes dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Le premier terme, ce sera de vous parler d'émotions et cerveau émotionnel. C'est vrai que le thème de la journée est beaucoup orienté sur les neurosciences, et personnellement, je fais l'essentiel de mes recherches dans le domaine des neurosciences. Je vous en parlerai pas trop, mais je travaille sur une petite région qui est située dans le lobe temporal, qui s'appelle l'amygdale, qui a son nom à cause de sa magnifique forme en amande. C'est pour ça que ça s'appelle amygdale. Donc je travaille personnellement beaucoup sur l'amygdale cérébrale. Et c'est vrai que beaucoup de connaissances qu'on a actuellement
sur les émotions viennent de recherches dans le domaine des neurosciences, mais je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Luc tout à l'heure. En fait, la psychologie, en général, apporte probablement plus de connaissances pertinentes que les neurosciences en tant que telles, mais ça reste des outils extrêmement utiles. Je vous parlerai ensuite, ce qui fera le lien avec cette conférence et puis la précédente, des liens entre les émotions, l'attention et la mémoire. Pour vous dire globalement que parfois les émotions peuvent être nos pires ennemis pour ce qui est de l'attention et de la mémoire, mais il ne faut pas oublier que très souvent, au contraire, elles peuvent être les alliés de l'attention et de la mémoire et donc les alliés de l'apprentissage. Ensuite, je vous parlerai de deux grandes catégories d'émotions qu'on appelle les émotions d'accomplissement ou achievement emotions et puis les émotions épistémiques ou epistemic emotions et de leur lien avec les apprentissages. Et puis finalement, on n'aura peut-être pas le temps de l'aborder vraiment, mais ce n'est pas du tout problématique parce que ce sera le thème de la conférence que vous aurez demain pour celles et ceux qui ont la chance de rester. Le professeur Édouard Jantas vous parlera du développement des compétences émotionnelles. D'accord ? Donc je le mentionnerai juste rapidement. Ok ? Ça vous convient ? On démarre ? Alors, émotion et cerveau émotionnel. Qu'est-ce qu'une émotion ? Alors je vais vous demander de vous poser la question, si vous voulez bien faire l'exercice. En très peu de temps, on va se donner peut-être juste 20 secondes. Essayez, pendant ces 20 secondes, dans votre tête, de formuler quelle serait la définition que vous pourriez donner de ce qu'est une émotion. Imaginez que le petit Larousse vous demande d'écrire noir sur blanc, sur 3 lignes, ce qu'est une émotion. Essayez de réfléchir à ce que vous pourriez écrire. Je vous laisse 20 secondes. Ok. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation-là ? Chacun sait ce qu'est une émotion jusqu'à qu'on lui demande d'en donner une définition. Et à ce moment-là, il semble que plus personne ne sache. C'est une citation que j'aime bien parce qu'elle montre à quel point est-ce que finalement, même si on vit toutes et tous un très grand nombre d'émotions, évidemment, au quotidien, on vit plusieurs dizaines d'émotions en tout cas par jour, on a une très grande introspection vis-à-vis de nos émotions. Par contre, on a beaucoup de mal à mettre des mots dessus. Donc la nature explicite de l'émotion est assez difficile. Et c'est pour ça, finalement, qu'on a besoin aussi de la recherche. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se demander « Ah tiens, qu'est-ce que c'est qu'une émotion ?» pour pouvoir répondre, parce qu'on a du mal à trouver des mots pour définir ce qu'est une émotion. Alors c'est un peu l'exercice qu'on va faire maintenant, c'est d'essayer de voir comment est-ce que la recherche permet d'étudier les émotions, et puis comment est-ce qu'on définit une émotion dans le cadre de nos études. Alors pour ça, on va faire à nouveau un petit exercice. Je vais vous demander de vous positionner en tant qu'observateur externe. Donc imaginez que vous soyez, je sais pas, un extraterrestre qui arrive sur Terre et puis vous observez cette drôle de scène où vous avez un petit habitant de cette planète à qui il arrive des choses qui peuvent vous surprendre. Quels sont les signaux qui vont vous faire dire que cet enfant a une émotion par rapport au moment où il n'a pas d'émotion ? Donc quels sont les changements que vous pouvez observer, d'accord ? Simplement, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue purement d'observation ? Alors je vous mets la petite vidéo. C'est aussi pour m'assurer que vous soyez de bonne humeur pour la suite de la conférence. Ça vous montre aussi comment on induit des émotions positives. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas vraiment le temps de faire une table ronde, mais ce qu'on peut voir, et c'est un élément essentiel qu'on va reprendre à plusieurs reprises dans la définition d'une émotion, c'est qu'en fait, quand vous y pensez, quand on a une émotion, il y a toujours un déclencheur. C'est-à-dire qu'il y a un objet ou un événement qui est à l'origine de l'émotion. Si vous vous rappelez, la dernière fois que vous étiez triste, vous n'étiez pas juste triste, vous étiez triste à cause d'une perte, probablement. La dernière fois que vous avez eu peur, vous n'aviez pas juste peur, vous aviez peur d'un danger. Quand vous étiez en colère, ce n'était pas juste de la colère, vous étiez en colère contre une injustice ou contre quelqu'un. Là, on voit que finalement, cet enfant réagit avec une émotion à chaque fois que peut-être son père déchire la feuille. Et donc, il y a une relation comme ça entre un événement spécifique et puis une réponse. Et c'est la distinction déjà qu'on fait dans notre domaine entre le déclenchement de l'émotion et puis la réponse émotionnelle. C'est-à-dire que le déclenchement, c'est le processus par lequel une situation va être interprétée
de sorte à déclencher de la joie, de la tristesse, de la colère, de la pitié, de la fierté, etc. Et en soi, c'est déjà un processus potentiellement complexe qui fait qu'une émotion, une réaction va être déclenchée. Donc ici, c'est un processus assez simple, probablement, qui va déclencher le rire. Alors, qu'est-ce que vous voyez en termes de réponse émotionnelle? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle a été déclenchée? Qu'est-ce qui se passe chez ce petit enfant? Qu'est-ce que vous voyez en gros? Alors, il rigole, d'accord. Donc, il y a une expression qu'on appelle l'expression vocale, simplement de l'émotion, qui est une forme d'expression motrice qu'on peut mesurer au niveau des cordes vocales. Il y a une expression faciale, donc on voit que sur le visage, il se passe plein de choses. Il y a une expression dans la posture. Si jamais on mesurait au niveau de sa réaction du système nerveux sympathique, on verrait plein de changements au niveau corporel. On verrait le cœur qui s'accélère. On pourrait mesurer qu'il y a un petit peu de sueur. Donc on voit qu'il y a plein de changements qui se font dans l'organisme quand on a une émotion. Okay, on va maintenant essayer de préciser quels sont ces changements. Pour ça, je vous propose un modèle qui est le modèle sur lequel on travaille le plus dans notre centre de recherche, qui est un modèle qu'on appelle multicomponentiel de l'émotion, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'idée selon laquelle l'émotion n'est pas un tout unitaire, mais en fait l'émotion est constituée de 5 composantes. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a des collègues qui, pendant toute leur vie, travaillent sur une seule de ces 5 composantes. D'accord ? On essaye d'avoir un modèle un peu intégratif de ce qu'est une émotion. Alors, laissez-moi vous donner cet exemple. Si vous regardez cette photo, est-ce que vous pourriez me dire quelle émotion vous ressentez ? Allez-y, qu'est-ce que vous ressentez en regardant cette photo ? Ça vous fait rien ? Non. Oui, ça vous fait quoi ? C'est chou, d'accord ? J'ai entendu tendresse. Qui ressent un peu de la tendresse ? Vous pouvez lever la main, ceux qui ressentent de la tendresse ? Ok, merci. D'après vous, qu'est-ce que cette petite fille ressent ? Est-ce que c'est de la tendresse, d'après vous ? Non. Vous diriez que c'est quoi comme émotion ? La jalousie, j'ai entendu spontanément. Ouais ? Ok. Colère, d'accord. Quoi d'autre ? Dégoût, ok. Alors, frustration, d'accord. Une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que probablement ce n'est pas de la tendresse. Et là, vous voyez déjà quelque chose qui est assez évident, mais là c'est un bon exemple, je pense, pour le montrer, c'est qu'il y a une grande différence interindividuelle dans la réaction émotionnelle face à un même événement. C'est-à-dire que, globalement, l'image qui arrive sur votre rétine et sur la rétine de la petite fille est assez similaire, d'accord ? Les deux enfants qui s'embrassent. Par contre, ce qui se passe ensuite est très différent. Vous, ça va déclencher de la tendresse. Chez elle, ça va déclencher une émotion plutôt négative, désagréable. Okay ? Ça, c'est la raison pour laquelle je vous montre cet exemple. L'autre raison concerne l'expression des émotions. Si maintenant, je vous montre juste ça, ok ? Regardez maintenant juste son visage. Est-ce que quelqu'un parmi vous dirait jalousie ? Non, on est d'accord. Et ça, c'est un autre élément qui est important quand on s'intéresse à la reconnaissance des émotions, c'est de se dire que pour vraiment reconnaître une émotion, il faut la contextualiser. C'est-à-dire que ce qui vous a fait reconnaître de la jalousie chez elle, ce n'est pas tellement son expression faciale, c'est quelque part le fait que vous vous soyez mis à sa place, ou alors vous êtes dit, si jamais elle est en train d'interpréter la situation comme étant son amoureux qui embrasse sa meilleure copine, ou je ne sais pas, alors l'émotion normale, c'est la jalousie. Donc vous avez fait ce qu'on appelle un appraisal ou une évaluation cognitive, c'est-à-dire que vous avez interprété à sa place la situation. Et c'est en fait comme ça qu'il faut reconnaître les émotions en général des gens, plus qu'en se limitant à essayer d'identifier l'émotion sur leur visage ou dans la voix. Plus vous avez d'informations sur les causes et sur le contexte, mieux vous allez être capable de déterminer l'émotion que ressent la personne. Alors si nous sommes d'accord sur le fait que cette petite fille a une émotion, quelle qu'elle soit, okay, de la jalousie, de la colère, du dégoût, comment est-ce qu'on peut essayer de l'expliquer ? Alors la première chose, et c'est ce que je vous ai dit tout de suite, et c'est très important et on l'oublie malheureusement assez souvent, c'est l'idée que l'émotion est toujours rattachée à un événement spécifique. On a peur de quelque chose, on est en colère contre quelqu'un, contrairement à une humeur, par exemple, qui, elle, n'est pas rattachée à un événement particulier. L'émotion, elle est rattachée à un événement. Et donc, il y a cet événement contextualisé. Et la raison pour laquelle l'émotion va être différenciée, va être spécifique, c'est parce que cet événement va rencontrer des motivations particulières. C'est-à-dire que quand vous regardez un match de foot à la télé, par exemple, okay, vous êtes plutôt pour telle équipe que pour telle autre équipe. Et c'est ça qui va déterminer l'émotion que vous allez ressentir quand il y a un but.
C'est pas du tout ce qui se passe d'un point de vue perceptif, puisque tous les gens de la planète voient la même chose, mais par contre, quand le but est marqué, disons que la moitié des gens sont heureux et l'autre moitié sont pas heureux, d'accord? Perceptivement, c'est la même chose. Donc l'émotion, en général, peut-être qu'il y a quelques très rares exceptions, mais en général, n'est pas du tout à considérer comme étant un réflexe. L'émotion est très rapide, l'émotion peut s'automatiser, son déclenchement. Par contre, elle n'est pas considérée comme un réflexe, c'est-à-dire qu'il y a une petite fenêtre temporelle dans laquelle il y a un processus cognitif évaluatif qui fait que, pour un même événement, quelqu'un va ressentir de la colère, et quelqu'un d'autre de la peur, et quelqu'un d'autre peut-être même de la joie. Et donc cette émotion, une fois qu'elle est déclenchée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, et c'est un peu plus le sujet de la conférence d'aujourd'hui, il y a depuis, en tout cas les années 2000, mais même un peu avant, des données qui s'accumulent pour dire que les émotions sont souvent favorables à la connaissance. C'est-à-dire que quand on a une émotion, il y a un certain nombre de processus cognitifs qui vont être facilités. La perception, l'attention, la mémoire, la prise de décision, dans de nombreux cas, vont bénéficier du fait que la situation soit émotionnelle. Donc vous voyez que les processus qui sont impliqués du coup dans l'acquisition de connaissances, typiquement la perception et l'attention, dans le maintien, l'organisation des connaissances, donc typiquement la mémoire, dont Jean-Luc nous a beaucoup parlé déjà, et puis aussi les connaissances qui sont impliquées dans tout ce qui est l'utilisation de ce que l'on sait des différents processus, donc la prise de décision. Et donc ça, ce sera un thème assez important dont on parlera tout à l'heure. Là, je vous donne un peu le schéma global du modèle de comment fonctionnent les processus émotionnels. Et puis, pour la définition de l'émotion, on a de plus en plus tendance à avoir cette approche que je qualifiais tout à l'heure de multicomponentielle, de se dire qu'il y a deux grandes parties dans l'émotion. Okay, la première grande partie, c'est le déclenchement. La seconde, c'est la réponse. Donc le déclenchement correspond à cette interprétation de la situation. Okay, par exemple, si jamais on est en colère contre quelqu'un parce qu'on considère qu'il nous a insultés, d'accord, on va évaluer ce qu'il a dit comme étant une insulte. C'est ça qui déclenche la colère. Si on évalue une situation comme dangereuse, c'est ça qui va déclencher de la peur. Pour ce qui est de la réponse émotionnelle, il y a l'expression motrice, donc on peut mesurer par exemple sur le visage avec des électrodes qu'on peut poser sur les muscles, et puis voir s'il y a par exemple dans la joie le zygomaticus qui est plutôt activé, dans la colère plutôt le corrugator par exemple, etc. Et puis il y a la réponse périphérique, c'est-à-dire que quand vous avez une émotion, surtout si elle est intense, vous vous rendez bien compte que vous avez le cœur qui s'accélère, vous avez un peu de sueur, vous avez un nœud dans l'estomac. Et cette réaction-là, on peut aussi assez facilement en fait, la mesurer en laboratoire avec des capteurs. Ça ressemble à un détecteur de mensonges. Vous avez tous vu probablement dans les films détecteurs de mensonges. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que j'ai... Vous voulez que je vous dise comment on peut tromper un détecteur de mensonges en 30 secondes? Ok. Alors, imaginez que vous soyez aux États-Unis et puis en plus c'est filmé, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Imaginez vous êtes aux États-Unis puis vous vous faites arrêter et puis on vous fait passer un détecteur de mensonges. En fait, on va vous faire passer non pas un détecteur de mensonges, mais un détecteur d'émotions. C'est-à-dire que le principe du détecteur de mensonges, c'est juste l'idée selon laquelle, quand vous ressentez une émotion, on va la mesurer et que le mensonge déclenche une émotion. En fait. Quand on ment, on a une émotion. C'est ça l'idée de base. Et vous savez que c'est toujours comparé à une ligne de base, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va vous poser des questions, comment est-ce que vous appelez, où est-ce que vous vivez, etc. Et du coup, on va mesurer votre réaction cardiaque, la température de la peau, la sueur, etc. À ces questions-là, dites contrôle. Et ensuite, on vous demande, est-ce que vous avez tué Paul Smith ? Puis là, vous allez dire non, alors qu'en fait, c'est le cas. Et quand vous dites non, vous avez une émotion. Donc, une manière de tromper le détecteur de mensonges, c'est même quand on vous pose des questions toutes simples, d'apprendre à vous auto-induire des émotions. Comme ça, quand on compare les deux, après, il n'y a plus de différence. D'accord ? Il paraît qu'en son temps, Bill Clinton aurait fait quelque chose comme ça. Il ne veut pas savoir comment il s'est auto-induit les émotions. Alors, donc la réponse périphérique, et puis une troisième composante de l'émotion qui est malheureusement assez peu étudiée alors qu'elle est fondamentale d'un point de vue de l'évolution notamment, c'est ce qu'on appelle les tendances à l'action. L'idée, c'est la suivante, c'est que quand on a une émotion, ça va nous préparer à agir. Et Darwin, déjà, qui a écrit un des plus beaux livres sur les émotions, en 1872, nous dit qu'en fait, une des raisons pour lesquelles on a des émotions, c'est parce qu'elles poussent le comportement. C'est-à-dire que si jamais vous avez des émotions
comme la joie par exemple, elles vont plutôt vous pousser à aller vers quelqu'un qui a déclenché la joie, alors que si vous pensez au dégoût ou à la peur, c'est des émotions qui sont liées à l'évitement. C'est-à-dire, si vous avez peur, vous allez avoir tendance à vous éloigner de ce qui a déclenché cette émotion-là. Et en fait, tous les organismes vivants auxquels vous pouvez penser ont ce type de réaction de base face à ce qui est agréable versus à ce qui est désagréable. Et puis finalement, la dernière composante qu'on étudie, c'est le ressenti. C'est-à-dire quand vous prenez conscience que vous avez une émotion et vous vous dites « là, je me sens amoureuse ou amoureux, je me sens triste, je me sens joyeux, etc. » C'est la partie consciente. Ce qui signifie que la plupart des autres processus dont on a parlé peuvent très probablement se dérouler en dehors du champ de la conscience. Et puis pour compléter le tableau, quelque chose qui est de plus en plus étudié également, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, ou ce que nous on préfère comme terme, l'idée de compétence émotionnelle, c'est-à-dire ce qui explique en grande partie les différences interindividuelles dans notre gestion des émotions et dans l'utilisation qu'on a des émotions. Et c'est notamment de cela dont Édouard vous parlera beaucoup demain. Ok, donc voilà un peu le tableau général qui nous amène à une définition de l'émotion. Mon objectif dans cette première partie, c'était que je puisse vous présenter une définition qui est celle qu'on utilise au quotidien dans le laboratoire, en espérant qu'elle vous semble claire. Alors voilà l'idée. L'émotion, c'est un processus rapide, c'est-à-dire qui va durer quelques secondes, peut-être maximum 1 minute. Au-delà, on ne parlera plus d'une émotion, on parlera par exemple d'une humeur, on pourra y revenir si vous voulez tout à l'heure pour les questions, qui est rapide, qui est toujours focalisée sur un événement. Ça, c'est vraiment un élément clé. C'est ce qui fait, par exemple, que les tout petits enfants, vous savez, sont tellement capables de passer d'une émotion à l'autre si vite. Dire, dès lors que notre focus attentionnel change d'événement ou d'objet, c'est une émotion différente qui peut être déclenchée. Donc, focaliser sur un événement est constitué de 2 étapes. La première étape, c'est un mécanisme de déclenchement dont on a parlé, qui est basé sur la pertinence, en général, motivationnelle. C'est-à-dire, c'est ce qui est important pour nous, qui est susceptible de déclencher une émotion, ce qui compte pour nous. Et puis, ce mécanisme évaluatif va façonner une réponse multiple qu'on peut essayer de mesurer, notamment en laboratoire, avec des tendances à l'action, une réaction du système nerveux autonome dont on parlait, l'expression, et puis le ressenti qui va être souvent analysé à l'aide de questionnaires. Si vous faites passer dans votre classe, par exemple, des questionnaires pour demander aux élèves comment ils se sentent, bien là, dans ce cas-là, ce que vous allez étudier, c'est le ressenti, plutôt que les autres composantes. D'accord ? L'idée, eh bien, c'est la suivante, c'est que pour parler d'une émotion, la fierté, la jalousie, la colère, la peur, eh bien, c'est utile d'avoir une idée de l'ensemble de ces composantes. Parce que quand ces composantes sont cohérentes, eh bien, on a plus volontiers l'idée que c'est effectivement telle ou telle émotion qui est présente, plutôt que si c'est juste, par exemple, le ressenti. Si quelqu'un vous dit qu'il est content, mais que vous n'avez pas d'autres arguments pour dire qu'il est content, ben peut-être qu'en fait, il vous dit qu'il est content juste pour vous faire plaisir, mais qu'il n'est pas forcément réellement. Okay ? Alors, un élément qui est, je ne sais pas si on peut dire que c'est un neuromythe au sens dont Jean-Luc en parlait, mais qui est une idée reçue, qui était vraie il y a 50 ans, qui est plus vraie maintenant, c'est l'idée que l'émotion est localisée dans le cerveau, dans ce qu'on appelle le système limbique, qui est une idée dont on a énormément entendu parler, et qui va avec cette idée, malheureusement, selon laquelle il y a un sous-cerveau dans le cerveau, qui est un cerveau très unitaire, qui serait le cerveau émotionnel, et qui serait un cerveau un peu ancien, avec l'idée que la cognition serait apparue plus tardivement, et puis aurait comme job de réguler l'émotion. C'est plus une vision dans laquelle on est maintenant, notamment grâce à la neuroimagerie fonctionnelle ou à l'étude de patients cérébrolésés, parce qu'on sait qu'il y a un très grand nombre de régions dans le cerveau qui sont importantes pour les émotions et pour leur régulation. Ici, je vous ai mis un schéma qui présente certaines des régions les plus importantes pour les émotions. Et une chose qui frappe, c'est qu'il y a notamment un grand nombre de régions corticales, c'est-à-dire qui font partie des régions un peu plus évoluées du cerveau, qui sont clés aussi pour les émotions. Et donc, il faut ne plus penser au cerveau émotionnel comme un cerveau très ancien qui aurait juste comme job de nous faire vivre des choses automatiques telles que nos ancêtres très lointains ou les animaux les vivent. Mais en fait, ce qu'on peut dire en caricaturant un petit peu, c'est plus on est intelligent, plus nos émotions vont être subtiles et vont être fines. D'accord ? Et notamment parce qu'il y a des régions préfrontales, comme le cortex préfrontal dorsolatéral, qui jouent un rôle très important dans le déclenchement et dans la régulation des émotions.
Juste pour vous la montrer, parce qu'elle est tellement belle, cette région sur laquelle je travaille tellement, l'amygdale. Et ce qui frappe aussi, c'est la quantité finalement de régions qui sont importantes pour les émotions. Le cerveau émotionnel, c'est le cerveau, globalement. Alors bien sûr, il y a des régions qui sont moins importantes que d'autres pour les émotions, mais vous avez des circuits qui sont clés pour les émotions. Et ce n'est pas étonnant, dès lors qu'on considère toutes les composantes dont je vous ai parlé, de se dire qu'il y a tellement de régions et que c'est tellement distribué dans le cerveau. Ok, alors après cette introduction, on passe à la deuxième partie, dans laquelle j'aimerais vous parler des liens entre l'émotion et l'apprentissage, mais en faisant un détour. En faisant un détour qui est proche du détour que Jean-Luc a fait, qui est de vous parler de la mémoire et de l'attention, parce que ce sont des alliés évidemment très précieux de l'apprentissage, et se pose la question, qu'est-ce qui attire notre attention ? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, Jean-Luc et moi, on essaye pendant les conférences d'attirer votre attention en déclenchant des choses qui sont proches de l'intérêt, par exemple, ou éventuellement d'autres émotions, comme de vous faire sourire ou de vous faire rire? C'est parce qu'on sait que l'émotion a un rôle très fort dans votre focalisation attentionnelle. Okay ? Le petit smiley qui a attiré l'attention de Aude tout à l'heure, il l'a attiré particulièrement fortement parce que c'est un stimulus émotionnel. Donc si jamais vous regardez par exemple ce petit élève qui est en train de focaliser son attention, eh bien il y a beaucoup de types d'attention qui existent. Jean-Luc en a parlé déjà de beaucoup, donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a l'attention exogène, comme on l'appelle, qui est ce qui est arrivé à Aude, c'est-à-dire il y a quelque chose tout d'un coup qui clignote, et du coup notre attention va être attirée. C'est ce qui se passerait si maintenant il y avait une alarme incendie. Okay ? Notre attention serait attirée par cette alarme incendie. Il y a aussi ce qu'on appelle l'attention endogène, qui est cette attention volontaire dont vous faites magnifiquement preuve depuis 9h ce matin, c'est-à-dire vous décidez de focaliser votre attention sur ce qui se passe. D'accord ? Et de temps en temps, et c'est bien normal, vous pensez à autre chose, d'accord ? Qu'est-ce que vous allez faire ce soir, etc. Mais globalement, vous essayez de maintenir votre attention. Ça, ce sont les deux formes d'attention les plus étudiées. Mais il y a une troisième qui, depuis 2005 principalement, a valu l'étude de centaines d'expériences, qui est ce qu'on appelle l'attention émotionnelle, qui est une forme d'attention qui semble additive aux attentions endogènes et exogènes, et qui est fondée justement sur l'amygdale cérébrale dont je parlais tout à l'heure. Et c'est ce qui vaut ce schéma un petit peu bizarre que vous avez ici, mais vous avez donc l'amygdale au centre, et ici vous avez toute une région, tout un ensemble de régions corticales. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce que vous montre cette genre de toile d'araignée, c'est les connexions entre cette région-là, qui est l'amygdale, et les régions corticales. La première chose qui vous frappe, c'est cette quasi-impossibilité de concevoir du coup l'émotion et la cognition comme opposées ou séparées, étant donné les liens qu'il y a même neuroanatomiques entre ces régions-là. C'est-à-dire que l'amygdale, qui est probablement le centre du cerveau émotionnel, est tellement connectée à des régions qui sont impliquées notamment dans l'attention et dans la mémoire, qu'on a du mal à imaginer que l'émotion va vivre sa vie, si vous voulez, indépendamment de la cognition. Alors, des arguments empiriques, on en a beaucoup. Merci Jean-Luc d'avoir déjà montré cette vidéo, du coup je peux la passer. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer les limites, évidemment, de nos capacités attentionnelles. C'est-à-dire que, comme vous l'avez bien vu, et du coup on ne va pas la remontrer, il y a énormément d'aspects qui vous échappent dans une scène visuelle. Donc quand vous êtes là maintenant à faire attention à la conférence, on sait très bien que c'est ce qui se passe, mais de la même manière, les élèves en cours, ils vont rater une grande partie de ce qui se passe parce que leur attention ne sera pas focalisée. Et l'idée selon laquelle tu étais là, donc tu devrais savoir, ça ne fonctionne pas parce que notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Mais du coup, se pose une question très importante. À quoi va-t-on faire attention si on ne fait pas attention à tout ? Il y a quand même des choses auxquelles on fait attention. Et justement, c'est ce que montre la recherche sur les émotions. Oups, pardon, du coup je la passe. C'est que si vous regardez cette scène, par exemple, dites-moi très vite ce qui vous saute aux yeux, le plus vite possible. Qu'est-ce qui vous frappe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Mais dans la scène elle-même, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, vous avez déjà repéré quelque chose de... Ok. Bon, alors ce que je voulais vous faire dire plutôt, c'est qu'il y a des gens qui fuient parce qu'il y a probablement eu une explosion. Ça vous a frappé. Ok. Et ensuite, au bout de quelques secondes, effectivement, mais ça va très très vite, notre attention va se mettre à se balader, l'attention endogène, et donc à repérer d'autres choses qui, une fois qu'on les voit, comme votre collègue l'a vu, ça saute aux yeux. Regardez la cravate ici, par exemple.
Vous voyez la cravate? Mais on ne le voit pas tout de suite, on est d'accord. Regardez ici, ils échangent carrément de visage. Okay. Et là, on entend plein de « ah oui » alors que ça fait presque 1 minute que ça passe, mais on ne l'a pas vu. Okay. Vous voyez ici aussi le changement de couleur qui est impressionnant. Alors, il y a beaucoup de ces petites vidéos que vous pouvez trouver qui sont plus ou moins réussies. Je trouve celle-là est pas mal. Mais par contre, ce qui est affectif, ce qui est émotionnel, va tout de suite capturer notre attention. Et ensuite, il y a d'autres formes d'attention, comme l'attention endogène dont on parlait, qui vont vous permettre, en prenant un peu plus de temps, de repérer d'autres changements. Et on commence à assez bien connaître le fonctionnement du cerveau émotionnel dans ses liens avec le cerveau attentionnel. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a des régions qui sont les régions notamment pariétales et frontales dont Jean-Luc parlait tout à l'heure, qui sont très importantes dans le contrôle exécutif et dans le contrôle de l'attention. Et il y a une voie comme ça qui va court-circuiter, si vous voulez, ce système, qui est justement cette voie fondée sur l'amygdale, qui va faciliter les traitements perceptifs. Et c'est ce qui fait que... Ah, désolé, je pensais que j'avais un autre exemple. Mais c'est ce qui fait que quand vous avez... Ah ben il est là, pardon. C'est que quand vous avez un stimulus émotionnel, par exemple, une araignée, un serpent, qui sont très utilisés comme stimuli dans nos études, mais aussi un visage de bébé, par exemple, en quelques dizaines de millisecondes, l'information va être mieux traitée par le système visuel qu'une photo de chaise, par exemple. Alors vous pouvez me dire, ok, c'est très rapide, c'est pas tellement ça qui est intéressant, mais en même temps, c'est très utile de pouvoir capturer et focaliser très vite l'attention, dans des situations d'apprentissage, j'entends. Et ce qui est intéressant, évidemment, dans nos possibilités d'appliquer ça en classe, c'est de se dire que ce ne sont pas que les émotions négatives qui capturent l'attention. Depuis une trentaine d'années, on sait que les stimuli qui sont phobiques ou qui sont anxiogènes vont capter l'attention des gens. Si quelqu'un a peur des araignées, par exemple, son attention va être très vite capturée par une photo d'araignée. Okay ? Ce qui est intéressant de voir, c'est que les mêmes mécanismes fonctionnent pour les émotions positives. C'est-à-dire que si jamais un stimulus est suffisamment pertinent pour vous positivement, votre attention peut aussi être capturée. Là, c'est une étude qu'on a faite, c'était la thèse de Eva Paul dans l'équipe. C'est une méta-analyse. On a analysé toutes les études qui ont été faites jusqu'à 2015, en l'occurrence, de capture attentionnelle par des stimuli émotionnels positifs. Et ici, vous avez les tailles d'effet, c'est-à-dire à quel point est-ce que ces différents stimuli-là capturent l'attention. Alors, les stimuli qui capturent le plus l'attention sont des... Alors, au niveau visuel, on a fait que ces études avec des stimuli visuels. C'est des photos de bébés ou de jeunes enfants. Ce qui capture aussi très bien l'attention, c'est les stimuli érotiques. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'une étude pour montrer ça. Mais en même temps, c'est intéressant de montrer que ça fonctionne aussi rapidement et on pense avec les mêmes processus sous-jacents que, par exemple, si vous voyez une araignée. L'argent capture aussi bien l'attention. Ce qui est self-relevant, c'est-à-dire ce qui vous touche personnellement. Vous avez déjà fait l'expérience, j'imagine, vous êtes à une soirée, comme ça, vous discutez avec des amis, et puis vous n'avez pas l'impression d'entendre ce qui se dit dans la discussion d'à côté. Tout d'un coup, il y a votre prénom, et là, vous dites « Ah, tiens, on parle de moi », vous avez votre attention qui est attirée. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, c'est ce qu'on appelle le cocktail party effect. Et cet effet-là, il est très étudié en psychologie, mais il montre que dans une certaine mesure, vous faisiez quand même attention à ce qui se passe. Et si le stimulus est assez pertinent pour vous, votre prénom par exemple, votre attention va être orientée. Et donc les stimuli positifs capturent aussi l'attention et pas seulement les stimuli négatifs. Alors, je passe maintenant à la mémoire. Là, à nouveau, je peux aller un petit peu plus vite parce qu'on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Un aspect qui est important, c'est de se dire qu'il y a l'oubli, comme Jean-Luc en a bien parlé, mais on n'oublie pas tout. Vous êtes d'accord ? Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Et pourquoi est-ce qu'on va se rappeler de certaines choses plutôt que d'autres ? Il y a évidemment l'aspect de la répétition qui est très important, on en a parlé, mais parfois une seule situation, d'accord, un seul épisode va suffire à vous marquer potentiellement à vie. William James disait que c'était comme si on faisait une cicatrice dans le cerveau quand il y a un événement qui est extrêmement émotionnel. Vous avez toutes et tous entendu parler du stress post-traumatique. D'accord ? C'est l'idée que vous vivez quelque chose qui est extrêmement violent, d'accord, extrêmement dur, qui potentiellement porte atteinte à votre survie, et vous allez vous en rappeler pendant des années, même trop bien, et puis la nuit, on va se réveiller avec des réactions émotionnelles très fortes et se souvenir de tous les détails. Et en fait, si vous y pensez, il y a pas mal d'épisodes de vie comme ça, dont on se rappelle relativement bien, parce que c'était très émotionnel.
Alors c'est quelque chose qui a été très souvent étudié, mais du coup je me permets de le refaire ici aussi ce soir. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous étiez en train de faire assez précisément, parce qu'on parle de mémoire épisodique, quand vous avez appris pour les attentats du 11 septembre? Est-ce que vous pouvez lever la main, celles et ceux qui se souviennent assez bien ce qu'ils étaient en train de faire? Ok. Maintenant, levez la main, celles et ceux qui se rappellent ce qu'ils faisaient la veille à la même heure. Ok. Le lendemain à la même heure? Le surlendemain à la même heure? Donc là, vous voyez que finalement, ce n'est pas une question du temps qui a passé, c'est une question de l'impact qu'a eu l'événement sur vous à ce moment-là. Et là, à nouveau, cet effet de l'émotion sur la mémoire, on le trouve pour les événements négatifs, mais on le trouve aussi pour les événements positifs. On se rappelle aussi assez bien de grands épisodes de vie qui nous ont marqués d'un point de vue autobiographique positivement. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de faire vivre ce genre d'expérience aux élèves pour qu'ils se rappellent bien des choses. Par contre, ce que suggère la recherche, c'est qu'on est face à un continuum. C'est-à-dire que le mécanisme par lequel vous avez eu cette facilitation-là en mémoire, ce serait le même qui fonctionne au quotidien, qui serait probablement soutenu par un lien entre l'amygdale dont je vous parlais tout à l'heure et puis les hippocampes cérébraux, parce qu'ils sont extrêmement proches en fait. Si vous pensez au cerveau et au lobe temporal, vous avez l'hippocampe et l'amygdale qui se touchent quasiment. C'est un peu comme un point d'exclamation. Et donc l'amygdale est sans arrêt en train de stimuler l'hippocampe, et il y stimule un peu plus, et de manière un peu différente, dans les situations émotionnelles par rapport aux situations neutres. Donc vous avez ici, je vous ai remis donc l'hippocampe ici. Donc si vous vivez un événement émotionnel et qu'on s'intéresse à votre mémoire de l'événement, d'accord, eh bien, on peut voir qu'il va y avoir des effets sur les 3 grandes phases de la mémoire. Donc Jean-Luc vous a parlé des différents types de mémoire, des 5, 6 ou 7 grands types de mémoire, d'accord. Là, on se focalise sur une forme de mémoire, qui est la mémoire épisodique, et qui elle-même est composée de 3 grandes étapes. L'encodage, la consolidation et le rappel. Qu'est-ce que c'est que l'encodage? C'est quand Jean-Luc vous avez présenté pour la première fois les 8 phrases qui décrivent les avancées récentes en sciences cognitives, et donc vous les avez traitées, il vous a donné une information verbale en plus, et votre cerveau les a encodées. D'accord? C'est-à-dire qu'il les a perçues, il a essayé de les comprendre, et puis il les a encodées grâce à l'hippocampe. Et déjà là, si jamais l'événement est particulièrement émotionnel, eh bien, il y a un effet de facilitation de l'encodage. Alors pour le meilleur et pour le pire, parce que quand c'est des événements positifs, c'est bien, on est content de se rappeler la naissance de notre premier enfant, et du deuxième aussi d'ailleurs, et du troisième aussi, mais on est content de se rappeler de la naissance de nos enfants. Par contre, évidemment, quand c'est un épisode traumatique, là c'est un peu plus problématique, parce qu'on aimerait un peu plus l'oublier, mais il y a cet effet qu'on dit positif, parce que ce qui est émotionnel va être mieux rappelé. Au moment de l'encodage, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, en général, le cerveau, après l'encodage, va avoir cette courbe d'oubli dont on a parlé. Ce qui évite l'oubli, c'est ce qu'on appelle la consolidation. C'est-à-dire que le temps passant, beaucoup d'infos vont être oubliées, certaines infos vont rester en mémoire et vont être consolidées. Et des études maintenant à répétition montrent que la consolidation va aussi jouer un rôle assez fort pour les souvenirs émotionnels. En gros, plus un événement est émotionnel, plus il va être facilement consolidé en mémoire à long terme. Et c'est des études qui sont assez intéressantes, qui ont été faites en comparant ce qu'on appelle le rappel immédiat, et puis un rappel différé, par exemple après une nuit de sommeil. Pour ça, les vertus du sommeil sont extraordinaires, parce que pendant le sommeil, le cerveau va faire une sorte de tri entre ce qui est pas forcément pertinent, ce qui est arrivé la veille, et ce qui est particulièrement pertinent, ce qui nous touche personnellement, donc notamment ce qui est émotionnel. Et donc pendant la nuit, le cerveau va consolider, et il va particulièrement consolider les informations qui sont pertinentes émotionnellement. Et puis, un certain nombre d'autres chercheurs, moins nombreux, font l'hypothèse que là où l'émotion va jouer un rôle dans la mémoire, c'est quand vous allez aller à la pêche aux souvenirs, c'est-à-dire quand vous allez essayer de vous rappeler des informations. C'est ce que Jean-Luc a fait tout à l'heure en essayant de vous demander quelles étaient les 8 phrases qui étaient présentées. Okay ? Et c'est là où on se rend compte que c'est pas si facile que ça de se rappeler des informations même présentées peu de temps avant. Par contre, l'émotion qui a été associée au moment de l'encodage, si elle est réactivée de manière contextuellement congruente au moment du rappel, facilite en fait le rappel.
Donc si jamais vous aviez une émotion ou une humeur particulière pendant l'encodage, si on induit à nouveau cette émotion ou cette humeur au moment du rappel, ça va faciliter l'accès au souvenir. Et donc c'est une bonne nouvelle que ça fonctionne aussi pour les émotions positives et pas que dans les situations d'émotions négatives. Une recherche que personnellement j'avais beaucoup aimée à l'époque quand elle est sortie. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'autres collègues qui ont développé ces recherches-là. C'est une recherche qui fait le lien entre ce qu'on appelle le circuit de la récompense dans le cerveau et puis la motivation et la mémoire. Donc c'est une étude qui s'est demandé, en gros, est-ce qu'il y a un effet qu'on peut trouver dans les circuits de la récompense dans le cerveau selon à quel point est-ce qu'on est curieux d'un domaine. Donc l'hypothèse ici, c'était que plus on est curieux face à un thème, plus le circuit de la récompense va s'activer, mieux on va se rappeler des informations qui sont liées à notre thème d'intérêt. Et c'est ce qu'ils ont observé dans cette étude. Donc ils ont notamment montré qu'il y avait une réaction physiologique liée à l'émotion quand on est dans un thème lié à notre curiosité. Imaginez quelqu'un qui est curieux des trains, par exemple, par rapport à quelqu'un qui est curieux de la géographie, par rapport à quelqu'un qui serait curieux des maths, etc. Il va y avoir un peu plus d'activation physiologique, et puis il va y avoir, en termes de performance de mémoire, une augmentation, vous voyez, qui est assez étonnante, hein, vraiment forte, linéaire, par rapport au niveau de la curiosité pour le thème. C'est-à-dire que la performance en mémoire va être, vous voyez, fonction du niveau de curiosité qu'on a sélectivement pour le terme. Donc si jamais c'était des questions qu'il y avait par rapport à des trains, ok, pourquoi pas, eh bien, quand on était très curieux de ce thème-là, quand on nous donnait la réponse à ces questions-là, on était bien meilleur ensuite pour s'en rappeler que si jamais c'est un thème qui ne nous intéresse pas. Comme, je ne sais pas, les voitures. Imaginez que quelqu'un n'aime pas du tout les voitures, mais adore les trains. Okay, et cet effet était sous-tendu par des activations de certaines régions qui sont liées aux émotions positives dans le cerveau. Ok, donc on a passé la deuxième partie. La troisième partie concerne ce qu'on appelle les émotions d'accomplissement. Alors les émotions d'accomplissement, c'est une famille d'émotions. Il y a plein de familles différentes d'émotions. On n'a pas le temps de toutes les parcourir, évidemment. Mais c'est la famille d'émotions qui, de très loin, a été la plus étudiée dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage. D'accord ? C'est quasiment, en fait, la seule, je dirais, à avoir été étudiée. Les émotions d'accomplissement, ce sont achievement emotions en anglais, toutes ces émotions qui sont associées soit aux activités d'apprentissage eux-mêmes, pendant qu'on est en train d'apprendre, ou alors aux résultats des activités d'apprentissage, soit anticipées, par exemple, je suis un peu anxieux d'avoir une mauvaise note, soit vécu, j'ai honte d'avoir une mauvaise note. Okay. Et Reinhard Pekrun, principalement, qui a notamment édité ce magnifique Handbook of Emotions in Education, fait une liste d'une série de ces émotions d'accomplissement. Alors vous me direz s'il y en a qui sont oubliées dans le sens où elles sont très présentes selon vous dans l'apprentissage, mais qui ne sont pas dans cette liste. La joie, l'espoir, la fierté, le soulagement, l'anxiété, la frustration, la colère, la tristesse, le désespoir, la honte et l'ennui. Assez récemment, il a listé toutes ces émotions d'accomplissement qu'on retrouve chez nos élèves en situation d'apprentissage, d'accord ? Et le nombre d'études qui ont été réalisées à leur sujet. Et ce qui est absolument frappant, c'est ce biais qu'il y a dans la recherche, pour des raisons qu'on peut comprendre, hein, par rapport à l'émotion d'anxiété. C'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 études qui ont été faites sur l'anxiété des élèves en situation d'apprentissage. Il y en a très peu, par exemple, il n'y en a que, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser ? Sur la gratitude liée à l'enseignant, par exemple, il n'y en a que 3 qui ont été faites. Sur la fierté, d'accord, il n'y en a que 3. Sur la joie de l'élève à apprendre, il n'y en a que 60. C'est beaucoup en soi, mais en comparaison à 1000, c'est très peu. Okay. Donc il y a une bien meilleure compréhension du phénomène d'anxiété scolaire que par rapport aux autres émotions. Un premier élément qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais finalement, est-ce que c'est utile de s'intéresser aux émotions des élèves ? Oups, excusez-moi. Pardon. Est-ce que c'est utile de s'intéresser aux émotions des élèves ? Puisqu'on a d'autres informations, comme leurs notes, par exemple, qui pourraient quelque part suffire. Ici, vous avez une des études qui a été faite à l'époque, dans laquelle on a demandé simplement aux élèves quelles émotions ils ressentent dans différentes matières à l'école. Okay.
Et puis, on a corrélé ça avec à quel point est-ce qu'ils se disent motivés intrinsèquement par la matière et à quel point est-ce qu'ils réalisent des efforts dans cette matière. Et vous voyez que c'est intéressant de voir déjà ces corrélations toutes simples avec, par exemple, si on prend le plaisir ou la joie et la fierté, on voit qu'il y a une corrélation positive assez forte avec la motivation intrinsèque et avec l'effort qu'on est prêt à fournir pour la matière. Par contre, vous voyez que pour l'anxiété, pour la honte, pour le désespoir ou pour l'ennui, il y a une corrélation qui est aussi forte mais négative. C'est-à-dire que quelqu'un qui va rapporter que les maths, ça lui donne du désespoir parce qu'il est en échec constant, eh bien, c'est très corrélé avec une absence de motivation intrinsèque et puis très peu d'efforts fournis. Ça veut dire quelque part, si on a accès aux émotions des élèves vis-à-vis des matières, on a dans une certaine mesure une capacité prédictive de leur motivation à réussir et des efforts qu'ils sont prêts à fournir. Alors le modèle tel que l'a proposé Pécroun, c'est un modèle qui est assez simple, vous allez voir, et qui est assez parlant de comment est-ce que sont déclenchées justement les émotions d'accomplissement. C'est pour ça que je me suis permis de tellement insister sur le déclenchement tout à l'heure, parce que quand vous avez un élève qui est en situation d'apprentissage, qu'est-ce qui va déclencher du désespoir, ou alors de l'ennui, ou alors de l'intérêt, ou alors de la joie? Son idée à Pécroun, c'est que dans une situation d'activité scolaire, il y a deux mécanismes principaux qui vont opérer pour déclencher de manière spécifique telle ou telle émotion d'accomplissement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le coping en anglais, ou le contrôle subjectif que l'on a de la situation. Les termes varient parfois en anglais, mais c'est le sentiment de self-efficacy, par exemple, à quel point est-ce que se sent capable soi-même de réussir. C'est un sentiment qui vient dans plusieurs variantes, à quel point est-ce qu'on a l'impression subjective que l'on est compétent face à la matière, à quel point est-ce que l'on pense que ce qui se passe est contrôlable. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une chance de réussir si je fais des efforts ? Donc c'est contrôlable, ou au contraire, quoi qu'il arrive, je n'ai pas besoin de faire d'efforts, c'est la chance qui va décider pour moi. Est-ce que le locus, c'est-à-dire est-ce que le lieu principal, le levier principal, si vous voulez, il est interne, c'est-à-dire c'est moi qui peux faire changer les choses, ou est-ce qu'il est externe, c'est-à-dire ça doit venir de l'école, de l'enseignant, etc. La stabilité, c'est-à-dire est-ce que ce qui va me permettre de réussir pour cet examen, pour cette évaluation, c'est une aptitude que j'ai, ou alors c'est un effort que j'ai à fournir. Et puis, deux dimensions prédisent aussi certaines émotions d'accomplissement plutôt que d'autres, qui sont liées à la valeur subjective de la matière. Alors la valeur subjective de la matière, c'est à quel point est-ce qu'on pense que tel thème est important plutôt qu'un autre. Et Pécroun fait la distinction entre une valeur intrinsèque et une valeur extrinsèque. La valeur intrinsèque, ce serait le plaisir que l'on a pendant la situation d'apprentissage. C'est-à-dire, par exemple, si on fait du sport, on peut avoir du plaisir à faire du sport, mais si on fait des maths, on peut aussi avoir du plaisir à faire des maths. La valeur extrinsèque, c'est à quel point est-ce que soit son groupe social direct, soit sa famille, soit la culture valorise tel domaine plutôt qu'un autre. En France, par exemple, les mathématiques sont très valorisées, et c'est un domaine pour lequel il y a une valeur extrinsèque qui est très forte, même si l'élève lui-même n'a pas forcément du plaisir dans cette activité-là. Mais c'est ce qui peut déclencher certaines émotions. Par exemple, si les maths ont une valeur extrinsèque très positive, mais qu'on est en échec, ça va augmenter d'autant plus le sentiment de honte vis-à-vis de cette matière-là. Ça semble interculturel, voire universel, mais évidemment, de loin, pas tous les pays qui ont été testés. Ici, vous avez une étude comparative entre la Chine et l'Allemagne, avec un certain nombre d'émotions, donc la joie, la fierté, la colère, l'anxiété et puis la honte, pour un domaine particulier qui est les maths. Et donc c'est à quel point est-ce que dans ces deux pays, la Chine et puis l'Allemagne, les élèves rapportent ces émotions-là pour les maths. Donc ici, vous avez déjà cette idée qu'il y a des différences potentielles dans l'intensité, mais que les émotions sont toutes rapportées, ce qui est tout à fait intuitif. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est cette idée selon laquelle vous avez les appraisals dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la manière dont on va soi-même interpréter subjectivement la situation, qui en fait prédisent les émotions de la même manière que ce soit en Allemagne ou en Chine. Donc vous avez, en C c'est pour Chine et G c'est pour Germany, donc pour Allemagne, la joie, la fierté, la colère, l'anxiété et la honte. Et puis ce qu'on voit, c'est que quand on se sent compétent dans la matière,
Donc c'est un ressenti personnel, c'est-à-dire qu'on s'évalue soi-même comme compétent. Okay, vous pouvez imaginer, même si c'est rare, quelqu'un qui aurait de pas très bonnes notes, mais qui s'évalue quand même compétent. Bien entendu, en général, on s'évalue compétent quand on a de bonnes notes. Et là, vous voyez que, évidemment, la compétence perçue, elle corrèle assez fortement avec les émotions positives, comme la joie et la fierté, et négativement avec des émotions comme la colère ou l'anxiété, bien entendu. Si on sent qu'on ne va pas être capable de réussir, ben ça va augmenter l'anxiété, notamment au moment du test. Et puis la valeur, qui est l'autre grande dimension dont on parlait tout à l'heure, ben elle est corrélée avec les émotions positives aussi. Donc quand le domaine lui-même nous apporte de la satisfaction, si un élève a l'impression que d'apprendre l'italien, l'allemand, ça va lui être utile particulièrement en Suisse, c'est le domain value, ben dans ce cas-là, vous voyez que c'est corrélé positivement, assez fortement avec la joie. S'il a l'impression que c'est important de bien réussir, d'avoir des bonnes notes pour faire plaisir en gros, mais qui ne ressent pas lui-même que c'est un domaine qui a de la valeur, là il n'y a pas de corrélation particulière avec le plaisir, avec l'enjoyment. Je vous passe les détails parce que ce n'est pas la peine de faire trop de temps sur ce tableau. C'est juste pour vous donner un peu du teasing et l'envie de peut-être d'en savoir plus et de vous dire que finalement, il y a matière à essayer de prédire certaines émotions sur la base des évaluations subjectives que font les élèves et qu'il peut y avoir un lien avec leur performance. Pour parler du lien avec les performances, j'accélère un petit peu. Alors, il y a 4 grandes familles d'émotions qui ont été étudiées de ce point de vue-là. Alors, les émotions positives, dites activatrices, c'est-à-dire celles qui vont augmenter votre système nerveux sympathique, pour laquelle vous allez ressentir de l'énergie, elles ont en général un effet positif sur les performances scolaires, c'est-à-dire des meilleures notes, par exemple, que vont obtenir les élèves. Donc, l'espoir, la fierté. Je passe tout de suite ici, après on reviendra à celle du milieu. Les pires émotions, en fait, en contexte scolaire, et ça peut être contre-intuitif, ce sont les émotions négatives à faible activation physiologique. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'élève que vous allez voir comme étant anxieux ou comme étant en colère, pour lequel c'est le plus inquiétant, mais c'est celui qui va être plutôt dans le désespoir, par exemple, ou dans l'ennui profond. Là, le désespoir, c'est un des plus grands prédicteurs en fait, de mauvaises notes et de performances scolaires négatives. L'ennui également. La colère, par exemple, peut avoir parfois des effets positifs. C'est-à-dire quelqu'un qui est en colère dans le cas d'un échec, ça peut lui donner suffisamment d'énergie pour faire les efforts nécessaires à la réussite. C'est pour ça que là, les effets sont potentiellement variables. Et de la même manière, les émotions positives de faible activation, comme par exemple toutes celles qui sont liées à la relaxation, ont souvent des effets positifs, mais peuvent aussi avoir des effets négatifs, notamment parce qu'elles vont diminuer l'énergie quelque part et l'effort qui est à disposition. Ça, c'est une des études les plus intéressantes récentes dans le domaine, dans laquelle ils ont suivi en longitudinal des élèves de différents niveaux en maths. Et en fait, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que sur la base des émotions, donc des 6 émotions dont je vous parle depuis tout à l'heure, eh bien, on pouvait prédire les notes des élèves dans 5 niveaux à l'école en Allemagne, au niveau du cycle, je pense l'équivalent du cycle en Allemagne. Et vous voyez le genre de questions toutes simples qui sont posées. Par exemple, I enjoy my math class, je suis fier de mes contributions en classe, etc. Et donc il y a ce lien, non seulement, si vous voulez, avec des ressentis, évidemment, mais aussi avec les notes des élèves qui sont potentiellement prédictibles sur la base des émotions. Alors, pour terminer sur les émotions d'accomplissement, avant de prendre une dizaine de minutes encore pour les émotions épistémiques, il y a des liens aussi très forts, et ça vous le savez mieux que personne, entre les émotions des enseignants et les émotions des élèves. Dans cette étude aussi longitudinale, qui est parue l'année dernière, ils ont montré que si à T1, c'est-à-dire au début de l'année, on mesure en gros la joie des élèves à être en classe et puis la joie des enseignants. On voit que le plaisir de l'élève à être en classe va prédire son implication dans la classe. Okay ? De la même manière, le plaisir de l'enseignant va prédire son enthousiasme, mettons au milieu de l'année. Après, c'est là que ça devient intéressant, eh bien, ce qu'on voit, c'est que l'enthousiasme de l'enseignant va prédire non seulement à quel point il reste heureux jusqu'à la fin de l'année, mais aussi le plaisir de l'élève, vous voyez, de manière significative.
Et à quel point est-ce que l'élève s'implique dans la classe va aussi prédire de manière significative à quel point est-ce que l'enseignant ressent du plaisir à la fin de l'année. Donc il y a un espèce de cercle vertueux, vous voyez, entre les émotions positives des élèves et les émotions positives de l'enseignant, où quand tout va bien, dans une situation idéale, les deux vont effectivement se renforcer. Et puis, les émotions épistémiques. Alors les émotions épistémiques, c'est un terme peut-être un tout petit peu barbare, mais peut-être ayant lu certains d'entre vous Piaget, vous avez une idée de ce que ça peut représenter, la dimension épistémique. La dimension épistémique, c'est pour faire appel à l'idée de la connaissance. Et les émotions épistémiques, ce sont quelles émotions? Ce sont toutes les émotions dont l'objectif intrinsèque est de favoriser la connaissance. Donc toutes les émotions qui sont autour de la curiosité. L'émotion reine, évidemment, étudiée dans les émotions épistémiques, c'est l'intérêt. Eh bien, sont ces émotions qui facilitent, je dirais, de manière naturelle, l'apprentissage. Si vous avez envie de creuser un peu plus, il y a Paul Sylvia qui a fait ce très beau bouquin, Exploring the Psychology of Interest, chez Oxford University Press, dans lequel il décortique le processus. Et il a notamment étudié une famille d'émotions, l'intérêt, la surprise, qui a aussi une dimension épistémique, la confusion, même si ça peut surprendre, le fait d'être dans un état confus augmente notre volonté d'en savoir plus sur ce qui nous rend confus, l'émerveillement et puis l'admiration. Alors, Paul Sylvia, dans ses études, a beaucoup travaillé sur le déclenchement de l'intérêt. Vous voyez, comme je vous disais dès le tout début de cette conférence, c'est très important de comprendre les origines de l'émotion et ce qui va déclencher l'émotion. Et il a manipulé 3 variables dans ses études expérimentales pour essayer de générer l'intérêt chez les participants. Il a fait ça dans plein de contextes différents. Par exemple, il a utilisé des poèmes, il a utilisé des figures géométriques complexes en demandant simplement aux gens à quel point est-ce que vous trouvez que cette figure géométrique est intéressante ou non. Okay. Et là, il a trouvé que, si vous voulez, la condition expérimentale, pour utiliser les termes techniques, qui favorise le plus l'intérêt, c'est la suivante. La situation dans laquelle le stimulus ou l'événement est nouveau, complexe, mais compréhensible. Alors, nouveau, ça veut dire qu'il est peu familier, qu'il est un peu inattendu. Donc, si jamais, par exemple, tout ce dont je vous parlais depuis le début, c'est des choses que vous saviez déjà, d'accord ? S'il n'y avait rien de nouveau pour vous, ça n'aurait pas été intéressant. D'accord ? Vous seriez allé vers l'ennui. Donc, la nouveauté est essentielle. La complexité est aussi essentielle. Imaginez que tout ce dont je vous parle soit nouveau, mais absolument trivial. Okay ? Ça ne vous aurait pas intéressé non plus. Il faut un certain degré de complexité. Par contre, si jamais c'était complexe, mais que j'avais passé 1 heure à vous parler que des connexions de l'amygdale et des autres régions du cerveau, ce qui est très intéressant en soi pour moi, mais peut-être pas pour vous, vous auriez décroché, pour ainsi dire, et vous n'auriez pas été intéressé non plus. Donc il y a un certain niveau, si vous voulez, de nouveauté, de complexité et de compréhension qui sont nécessaires à déclencher de l'intérêt. Donc Paul Sylvia a aussi démontré de manière intéressante que, c'est le cas de le dire, que l'émotion d'intérêt, elle est positive en termes de ressenti, c'est-à-dire qu'on aime être intéressé, c'est agréable, mais on peut être intéressé par des choses qui elles-mêmes ne sont pas forcément positives. Il suffit de voir à quel point les enfants sont intéressés par des choses dégoûtantes, okay, pour se rendre compte que l'intérêt, comme émotion agréable, n'a pas forcément comme objet quelque chose qui est toujours de valence positive. Alors, par rapport à l'éducation ou à l'apprentissage, il y a 2 chercheurs, ou si jamais vous voulez vous focaliser plus sur les aspects d'éducation des émotions épistémiques, c'est surtout elles qu'il faut lire, c'est Heady et Redinger, qui ont notamment développé depuis une dizaine d'années un modèle en 4 étapes de l'intérêt. Comment est-ce qu'on peut essayer de susciter dans le développement, dans un cours par exemple, l'intérêt d'élèves ? Alors personnellement, ce n'est pas mon domaine de plus grande compétence, mais je me disais qu'aujourd'hui, c'était bien de vous présenter ça. La première phase, selon elle, je dis elle parce que ce sont 2 auteurs, femmes, le déclenchement de l'intérêt situationnel. Donc elle fait la grande distinction entre ce qu'on appelle l'intérêt situationnel et l'intérêt individuel. L'intérêt situationnel, c'est l'intérêt qui va être lié à la situation elle-même. Et l'intérêt individuel, c'est un intérêt qui va être un peu plus stable dans le temps, où quelqu'un peut être, par exemple, intéressé par, je sais pas, la musique des années 70. Okay ? C'est son intérêt individuel. Mais selon ces auteurs, pour arriver à l'intérêt individuel, une étape clé, ce serait l'intérêt situationnel, même chez les tout petits enfants. Le déclenchement de l'intérêt situationnel, il se ferait quand le matériel lui-même est enthousiasmant et puis attire l'attention.
c'est le fait que, par exemple, un élève à l'école, en primaire, qui doit apprendre une nouvelle matière, en soi, apprendre, je sais pas, les additions, les soustractions ou les multiplications, pour un élève, ce n'est pas forcément en tant que tel intrinsèquement intéressant. Par contre, on peut essayer de faire des situations de jeu pour que ce soit ludique, qui fait qu'on crée un intérêt situationnel au début. Ensuite, ce qui est assez délicat, c'est la deuxième phase, qui est le maintien de l'intérêt situationnel. Donc de maintenir l'attention, par exemple, en essayant qu'il y ait du plaisir qui soit ressenti pendant l'activité elle-même, de sorte à donner ce que déjà Pécroun aussi appelait cette idée de valeur du domaine. C'est-à-dire que ça devient agréable de faire telle activité. On commence à prendre du plaisir à faire cette activité, même si au début, il n'y avait pas d'intérêt individuel. Et puis, ce dont beaucoup d'enseignants et de parents rêvent, c'est de voir l'émergence du coup d'intérêts individuels qui vont apparaître. C'est-à-dire qu'on a ensuite une disposition qui est présente chez l'individu à s'engager volontairement dans l'activité en tant que telle, sans qu'il y ait l'aspect situationnel. Et il peut ensuite se stabiliser chez l'enfant un intérêt individuel où il a envie et il aime les maths, la géographie, la philo, la psycho, l'amygdale, etc. Okay ? Comme intérêt individuel. Et si jamais ça vous intéresse, elles ont pas mal d'études dans lesquelles elles essayent de développer ces 4 phases. Et peut-être je vais quasiment terminer avec encore 1 ou 2 slides pour vous dire que tout ça se passe probablement en fait très très tôt dans la vie et qu'une des sources d'intérêt individuel, c'est à quel point est-ce qu'on perçoit chez les autres, chez ceux qui comptent pour nous, de l'intérêt aussi pour ces objets-là. Et c'est quelque chose qui est très intuitif. Vous voyez bien que les élèves, s'ils voient que l'enseignant n'est pas intéressé par sa matière, lui-même, il va avoir du mal à être intéressé. Et ça, c'est pour vous montrer à quel point est-ce que ça arrive très tôt dans la vie. C'est une étude qui a été faite à Neuchâtel par l'équipe de Fabrice Clément et par Danny Dukes, qui sont membres de notre centre de recherche à Genève. On a un centre national sur les émotions. Vous allez voir donc cette petite fille qui regarde une expérimentatrice qui arrive et puis qui va regarder 2 objets. L'un avec intérêt et l'autre avec désintérêt. Et la question, c'est de se demander quel objet la petite fille, qui a tout juste 1 an, va trouver le plus intéressant. Vous voyez un objet qui est regardé avec plutôt désintérêt et un autre qui est regardé avec plutôt intérêt. Okay ? Et vous voyez qu'il y a plutôt un intérêt pour l'objet intéressant. Et quand on lui présente, tout ça est bien sûr contrebalancé pendant l'étude, elle va plutôt choisir celui qui intéressait l'adulte. Mais bon, tant qu'à faire, autant prendre l'autre aussi, on est d'accord. Mais donc il semble qu'il y ait quand même cet aspect-là. Et ça m'amène à un point qui est très important, parce que probablement sous-étudié, qui est ce qu'on appelle le social appraisal ou le social referencing, qui est cette idée selon laquelle on va très souvent évaluer des situations en fonction des émotions des autres. Et les tout petits, pour ça, sont particulièrement intéressants parce qu'ils vont beaucoup utiliser les expressions faciales émotionnelles des parents, par exemple, pour même déterminer leur propre ressenti, mais seulement dans des situations qui sont ambiguës. Mais mine de rien, c'est assez fréquent qu'il y ait des situations un peu ambiguës pour lesquelles on ne sait pas vraiment si elles sont positives ou négatives. Et dans ce cas-là, on fait appel aux émotions des autres. Le cas typique avec les enfants, vous avez tous vécu ça, c'est que si un enfant tombe, il se fait un peu mal, mais il vous regarde pour savoir s'il a vraiment mal et s'il doit pleurer. Vous avez déjà vécu ça, non ? Il tombe sur les genoux, puis il n'est pas sûr. Donc là, c'est un peu ce genre de chose qui est ici opérationnalisé, où vous avez la petite fille qui va traverser ce qu'on appelle un visual cliff, en anglais, c'est-à-dire qu'elle s'approche, et puis il y a un fossé, donc elle a l'impression qu'elle va tomber, visuellement. Par contre, si elle touche, elle voit que c'est solide parce qu'il y a du plexiglas. Évidemment, les psychologues ne sont pas cruels, ils ne vont pas la faire tomber. Et son objectif, c'est d'aller attraper un jouet, parce qu'elle a envie, évidemment, de se jouer. Mais donc, elle est dans une situation où il y a une ambivalence, c'est-à-dire il y a 2 valences, et positif et négatif, elle ne sait pas comment évaluer la situation. Et du coup, elle va utiliser l'expression émotionnelle de sa maman pour traverser. Je vous montre la petite vidéo. In this study, babies between 9 and 12 months are brought into the lab and placed on a large plexiglass top table. Half of the table has a checkerboard pattern just underneath the surface. But halfway across is a visual cliff, Voilà. which the baby can tell drops off steeply. The plexiglass top Donc le bébé pense continues, qu'il peut so tomber. it's perfectly fine to proceed.
But the baby isn't so sure. And this is a big drop for a baby just starting to crawl. She wants to get across to get the toy. But she's cautious Donc vous and sentez looks to the l'hésitation dans opposite end of the l'évaluation. table where her mother is. The parent is instructed to smile or make a fear face. If the mother is posing a fear face, the baby typically does not cross this stair-step downward, this modified visual cliff or visual step. On the other hand, if the mother poses a smile or somehow poses a nonverbal communication that is not prohibitive but encouraging, the child is much more likely to cross over to her. Et c'est le genre d'étude qu'on aime bien parce qu'il n'y a pas besoin de faire de statistiques. Vous avez presque tous les enfants qui traversent si la mère sourit et presque aucun qui traverse si la mère fait une expression de peur. Et ce que ça vous dit, mine de rien, c'est que dès 1 an, les enfants ont cette capacité non seulement de reconnaître certaines émotions, mais aussi de faire des inférences sur la base de ces expressions faciales émotionnelles concernant la propre situation qu'ils sont en train de vivre. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'on a à ce point automatisé dans notre vie quotidienne l'utilisation des signaux émotionnels les uns et les autres. Quand vous êtes dans une situation sociale, on n'arrête pas de se regarder les uns les autres les visages et d'interpréter le moindre mouvement du visage. Et en fait, on fait ça automatiquement. Et très probablement, dans des situations d'enseignement, comme dans plein d'autres situations de notre vie quotidienne, les expressions faciales des uns et des autres apportent des informations liées à l'intérêt ou au désintérêt, liées à l'enthousiasme ou non, liées aux émotions positives ou négatives des uns et des autres, qui sont captées et qui sont utilisées de manière en général automatique, pas forcément consciente, par les uns et les autres. Juste pour vous donner un exemple d'une étude qu'on a réalisée avec ce principe-là, il y a quelques années, c'est juste une petite étude qu'on a eue, comme une petite idée qu'on a eue, puis on s'est dit qu'on allait essayer de la faire. Vous avez, imaginez que vous soyez participant à l'étude, vous avez 2 visages qui vous sont présentés. Vous voyez qu'il y en a un qui est plutôt souriant et l'autre qui a l'air plutôt en colère. La question ici était toute simple, c'était de se demander est-ce qu'il va y avoir une influence de l'expression du visage sur le choix du participant à l'étude pour une question toute simple qui est quel est le nom de cet objet ? Est-ce que cet objet est un ripoll ou est-ce que cet objet est un blidu ? Donc l'expérience est toute simple, hein, si vous participiez, je dirais, écoute, Rémi pense que cet objet c'est un ripoll, Arthur pense que cet objet est un blidu, à ton avis, comment s'appelle cet objet ? Donc on n'en sait rien, évidemment, et du coup c'est ce qu'on appelle une étude en choix forcé, c'est-à-dire on demande de répondre même si on ne sait pas. Okay ? Et donc maintenant c'est un petit peu faussé parce que vous avez une idée de là où je vais en venir, mais si vous deviez répondre, la plupart d'entre vous dans cette situation diraient plutôt que c'est un blidu, d'accord ? Alors que si jamais c'était Rémi qui disait blidu, en général on dirait pas blidu. Et c'est intéressant parce que c'est un effet qu'on trouve chez les adultes, mais qu'on retrouve chez les enfants, dès l'âge de 3 ans, où ils vont avoir tendance à plutôt choisir le mot qui a été présenté par quelqu'un qui sourit, si on l'oppose directement à quelqu'un qui a une expression plutôt de colère. Ce n'est pas des effets qui étaient retrouvés si on avait juste un sourire par rapport à une expression neutre, ou juste de la colère par rapport à une expression neutre. Mais déjà, ça dit quelque chose d'intéressant sur le rôle de l'expression dans des tâches aussi simples que celle-ci. Et puis, du coup, c'est parfait comme timing. Je vais conclure en vous parlant très rapidement, mais vraiment très rapidement, parce que vous aurez 1h30 dessus demain, avec le professeur Édouard Jantaz, de cette idée des compétences émotionnelles. Et j'ai juste 2 slides là-dessus. La première, c'est de vous dire que les compétences émotionnelles sont de plus en plus étudiées à l'école, et c'est très différent, quelque part, de ce dont on a parlé maintenant. Les compétences émotionnelles, c'est la capacité qu'on a, par exemple, à réguler ses propres émotions. La capacité qu'on a, par exemple, en tant qu'enseignant, à gérer les émotions des élèves. La capacité qu'on a à reconnaître ses propres émotions. La capacité que l'on a à reconnaître les émotions des autres. D'accord ? Donc ce sont ce type de compétences-là dont on parle. Et il y a un certain nombre d'études. Ici, il y a par exemple une méta-analyse qui s'est intéressée aux interventions dans les écoles visant justement à promouvoir ces compétences émotionnelles chez les élèves. Donc c'est intéressant parce qu'ici, vous voyez, c'est un autre lien entre émotion et apprentissage que celui dont on a parlé. Ce n'est pas la question de savoir comment les émotions peuvent augmenter l'apprentissage, c'est la question de savoir est-ce qu'on peut apprendre les compétences émotionnelles. Est-ce que les compétences émotionnelles seraient plutôt liées au tempérament et à la personnalité avec une dimension innée particulièrement forte, ou au contraire, est-ce que les compétences seraient plutôt liées à des habiletés qu'on apprendrait au cours de la vie ? Et les résultats s'accumulent pour suggérer que on est capable d'apprendre nos compétences émotionnelles
Et donc, ce serait plutôt des habiletés qu'on pourrait se forger au cours de la vie. Évidemment, en particulier pendant l'école primaire, mais il y a de plus en plus d'études aussi chez l'adolescence. On en parlait au petit-déj ce matin avec Jean-Luc, de l'importance aussi de ces études à l'adolescence. Et vous voyez ici qu'il y a par exemple cette méta-analyse qui a déjà pu être conduite il y a déjà pas mal d'années. Ça fait à peu près une trentaine d'années qu'il y a ces études qui sont réalisées, mais leur nombre a explosé depuis environ 5 ans. Au point que certains auteurs, et puis je m'arrêterai ici, parle de la notion de, pas seulement emotionally intelligent student ou individual, mais emotionally intelligent school. C'est-à-dire l'idée selon laquelle une école elle-même pourrait être intelligente émotionnellement parce qu'elle renforcerait les compétences émotionnelles des élèves avec les deux optiques dont je vous parlais au début, qui sont tout d'abord d'augmenter le bien-être et les émotions positives des élèves, mais aussi d'augmenter leur performance en termes académiques, leur connaissance, ce qui est évidemment un aspect très important aussi de l'école et de l'apprentissage. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.